Vous avez vécu un calvaire, un viol le 11 novembre dans le hall de votre immeuble. J'entends des bruits de pas courir derrière moi et en fait je me retrouve plaquée au sol. Une jeune femme qui a été très peu soutenue, qui s'appelle Claire Géronimi. Vous prenez la parole sur RMC pour dénoncer l'insécurité dans laquelle vivent les femmes au quotidien. Éclat, un mot à double tranchant qui symbolise à la fois brisure et rayonnement, cassure et sentiment. Je suis Claire Géronimi et à la suite de mon agression, j'ai décidé de donner la parole à des personnalités inspirantes pour mettre en lumière leur vision féminine si singulière. Femmes politiques, journalistes, psychologues, avocates ou encore victimes échangeront avec moi sur leurs sentiments et leurs interrogations de notre place dans la société. Je désire également mettre l'accent sur leurs histoires marquantes afin de vous fournir, chères auditrices et auditeurs, les clés vers votre propre éclat. Bienvenue dans le podcast Éclat de femmes. Aujourd'hui, j'accueille une spécialiste, Maître Tomasini, au micro d'Éclat de femmes. Maître Tomasini est une avocate engagée spécialisée dans la défense des victimes de violences et de harcèlement. Sa carrière brillante reflète un profond attachement à la justice et à la défense des droits. Maître Tomasini s'est forgé une réputation solide, non seulement pour ses compétences juridiques, mais aussi pour sa capacité à accompagner ses clients avec empathie et détermination dans les moments les plus difficiles. Elle est aussi une figure incontournable du débat public, prenant la parole sur des sujets clés qui façonnent notre société aujourd'hui. Dans cet épisode, Maître Tomasini nous racontera son parcours unique, ses combats pour le droit des femmes, ainsi que les défis qu'elle rencontre dans son quotidien d'avocate. Nous découvrirons aussi sa vision du droit, en particulier à l'heure où les enjeux juridiques évoluent rapidement, et son engagement pour un monde plus équitable. Préparez-vous à une conversation inspirante avec une femme qui ne cesse de faire bouger les lignes. Bonne écoute! Bonjour Maître Tomasini, aujourd'hui on se retrouve justement pour parler de sujets de femmes dans le podcast Éclat de femmes. Petite première question, pourquoi avez-vous accepté de venir sur ce podcast et d'échanger avec moi aujourd'hui ? Écoutez, j'ai accepté avec un grand plaisir d'intervenir parce que pour moi, voyez-vous, la transmission est quelque chose de très important. Transmettre son expérience, transmettre aussi ses valeurs et son combat, ses défaites aussi sont parfois cette démotivation. Pourquoi à certains moments j'ai pu baisser les bras, pourquoi j'ai continué, pourquoi je suis dans ce combat depuis plus de 15 ans. Et puis je crois que chaque femme a un génie intérieur, que chaque femme peut changer le monde et qu'il suffit qu'elle soit en adéquation avec ses valeurs profondes et qu'elle soit parfaitement alignée. Donc pour toutes ces raisons, j'ai accepté avec plaisir de répondre à vos questions. Magnifique, merci beaucoup. Justement, on va peut-être rebondir sur ce que vous dites. Pourriez-vous nous décrire les 3 caractéristiques qui font éclat chez vous ? Les 3 caractéristiques chez moi qui pourraient effectivement me définir le mieux, ça serait la ténacité, la persévérance, la foi en l'autre et en la vie. Et la 3e, ça serait peut-être cette espèce de sentiment qui va d'ailleurs avec les autres caractéristiques, que tout est possible et qu'une femme c'est aussi bien voire mieux qu'un homme. On reviendra dessus justement après parce qu'on a quelques petites questions à ce sujet. Peut-être également un élément qui a été déclencheur de pourquoi vous avez voulu justement vous engager dans cette position d'être avocate pour aider les femmes. Du coup, quel a été l'élément déclencheur qui vous a motivé à vous engager pour le droit des femmes ? Alors, je dirais qu'il n'y a pas forcément un seul élément déclenchant. C'est une suite logique de réflexion et un parcours de vie professionnelle. Tout d'abord, comme vous le savez ou peut-être ne le savez-vous pas, j'ai commencé ma carrière professionnelle dans le domaine du droit des affaires et plus particulièrement le droit immobilier. À un moment donné, je me suis interrogée parce que cette profession telle que je l'exerçais à l'époque
n'était pas celle que je souhaitais lorsque j'ai prêté serment. Et donc là, ça a été un dilemme pour moi. Que faire? Abandonner la profession d'avocat. J'ai tenté d'ailleurs d'être directrice juridique dans un gros groupe financier. C'était pire finalement. Et je me suis retrouvée à un moment donné de ma vie à penser que je devais me rapprocher de l'humain et essayer d'assister du mieux que je pouvais ceux et celles qui étaient dans la difficulté. J'ai travaillé donc chez un confrère qui était spécialisé dans tout ce qui était droit de la famille. Okay. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré des femmes qui m'ont confié, dans le cadre de leur volonté de se séparer et de divorcer, toutes les violences qu'elles avaient pu subir dans le huis clos familial. Wow. Et c'est là où je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on offre à ces femmes comme droit, comme aide, pour qu'elles puissent à la fois libérer leurs paroles et s'en sortir et se battre. Et en fait, il n'y avait rien. Il n'y avait aucun cabinet à l'époque, c'était en 2010-2011. Il n'y avait strictement rien qui existait. Okay. Et aucun cabinet dédié. Et c'est à ce moment-là, en 2010, avec ma consoeur qui allait devenir mon associée, Janine Bonadjunta, que nous avons décidé de créer un cabinet, là pour le coup, entièrement dédié à la défense des femmes victimes de violences conjugales. Et nous avons créé le premier site internet également entièrement dédié. Et quelle ne fut pas tout de même notre surprise de voir qu'au lendemain de la création de ce site, on avait énormément d'appels de femmes en désespérance totale, wow. qui ont trouvé une main, une voix, une aide pour les aider à s'en sortir. Donc en fait, voyez-vous, c'est pas un élément déclenchant, c'est une succession d'événements, de désillusions, de recentrage personnel sur qu'est-ce que je veux faire, pourquoi j'ai prêté serment, pourquoi je suis avocate, et puis le fait aussi de se rendre compte qu'il n'existait à l'époque aucune structure pour aider ces femmes en déshérence et en demande d'aide. Wow, c'est magnifique et merci beaucoup de vous être confié justement à ça. Peut-être justement pourriez-vous nous décrire brièvement les principales étapes d'un procès justement quand vous accompagnez ces femmes aujourd'hui? Alors les principales étapes, tout d'abord il y a la rencontre avec les femmes, avec celle qui va devenir ma cliente. La rencontre, elle est vraiment fondamentale. Il faut que la cliente sente qu'elle peut avoir confiance. Donc la rencontre va ne pas être unique parce que ce lien de confiance, il va falloir le tisser. Notamment avec ces clientes qui sont en détention ou en tout cas qui sont accusées de crimes ou alors qui sont aussi partie civile dans une affaire d'assises. Donc il y a cette étape qui est fondamentale, la création de ce lien de confiance. Et puis il va y avoir juste avant le début du procès une forme de coaching, en tout cas une explication qu'on va avoir avec les clientes pour leur expliquer comment se présenter à l'audience et face à un jury notamment d'assises. Car il faut savoir malheureusement que dans l'inconscient collectif, une victime se doit d'avoir un certain profil, un certain maintien, un certain comportement à l'audience. On a beau dire, on a beau expliquer que toute femme, absolument toute femme, qu'elles aient une personnalité forte, qu'elles aient des responsabilités professionnelles ou exactement l'inverse, toute femme peut être victime de violences conjugales, de violences sexistes et sexuelles et de harcèlement. On le sait, on l'explique, on l'indique et moi je communique là-dessus qu'il n'y a pas de victime type. En revanche, je suis rattrapée par le système, c'est-à-dire que même si ça me fait mal de dire à une cliente ne venez pas maquiller, ne venez pas avec
un brushing tout propre, tout lisse. Ne venez pas avec des vêtements de couleur vive. Ça me fait mal de leur dire ça parce que ça n'a rien à voir. Elles sont victimes. Mais le comportement, la présentation à l'audience va parler aux jurés, à leur inconscient, et ils vont se dire, une femme qui est habillée de couleur vive, qui est parfaitement maquillée, qui est parfaitement coiffée, elle est pas en souffrance. Oui, elle va très bien. Mais c'est vrai que justement, moi aussi, je l'ai vu, même dans le déroulement de mon procès, je le vois qu'à chaque fois, il faut être un peu comme monsieur, madame, tout le monde et ne pas faire de vagues et vraiment être, vraiment rester, comme monsieur, madame, tout le monde à juste... Ce qui est dramatique, c'est que, en gros, il faut dire à une victime qui a vécu des choses terribles dans sa chair et psychologiquement, il faut dire, venez en victime. C'est ça. Voilà. C'est juste terrible. En fait, il faut limite surjouer un petit peu des fois le rôle de... Totalement. Enfin, de victime et montrer que, en fait, ça va pas et... Totalement. Je sais que limite, faut se mettre dans un état même psychologique un peu où on se dit, ok, alors que souvent les victimes, vont des fois un peu mieux par période, etc. Et du coup, faut se mettre dans ce personnage un petit peu et incarner vraiment la victime et c'est... Mais même certaines peuvent me dire je vais mieux. Ma thérapie à moi, c'est des thérapies douces, massage et autres, et l'écriture à titre personnel. Et moi, je suis obligée de leur dire ça ne suffit pas. Pour le procès, il va falloir avoir un certificat de suivi et davantage d'un psychiatre plutôt qu'un psychologue, parce que la valeur probante du discours du psychiatre est évidemment supérieure à celle d'un psychologue, puisque le psychiatre est un médecin. Enfin, donc c'est compliqué parce que à travers mon expérience, je sais que effectivement chacun peut se reconstruire avec ses moyens à elle. En revanche, je sais ce que les magistrats et ce qu'un jury d'assises attend. Et ce n'est pas du tout la même chose. Enfin, c'est vrai que c'est hyper dur en tant que victime, mais j'imagine que pour vous aussi, au final, c'est quelque chose qui est, Non, mais c'est difficile parce que il y a un côté totalement paradoxal entre le fait d'expliquer que ça n'a rien à voir l'apparence, ça n'a rien à voir avec le fait d'être une femme forte et d'avoir 50 employés sous ses ordres, et le fait d'avoir été victime dans le huis clos familial, c'est tout à fait possible. Et le fait de surjouer et d'habiller en noir, le cheveu gras, pas maquillée, c'est quelque chose qui me fait mal, mais je suis obligée de prendre toutes les précautions pour que la parole de la victime soit entendue véritablement. Je comprends. Et qu'est-ce que vous pouvez donner justement aujourd'hui à ces femmes qui se font agresser, etc. Quel est le meilleur conseil pour qu'elles se rétablissent un petit peu mieux psychologiquement? Est-ce que vous sentez que vous avez réussi à pouvoir essayer de les aiguiller au mieux, ou c'est... Je pense que d'être dans l'action, ça me paraît être la meilleure des solutions. J'entends essayer de transformer ce qui vous est arrivé en mal, en un moteur, et aussi pas seulement pour vous, mais pour les autres. Donc ça peut être à travers l'écriture, ça peut être à travers un geste militant, la création effectivement d'une association ou autre. En tout cas, estimez que si ça vous est arrivé, vous avez peut-être une mission pour les autres. C'est très beau et je pense que ça a un sens. Souvent on le voit de toute façon, les personnes qui vivent des choses dramatiques un petit peu dans leur vie se recentrent et justement veulent créer à partir de ce qu'elles ont vécu de quelque chose de Tout à fait. Alors ça, c'est aussi typiquement ce qui se passe dans les pays anglo-saxons et depuis très 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 longtemps. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours regardé ce qui se passait dans ces pays-là parce que on sait bien qu'ils ont plusieurs années d'avance sur nous. Et je dois dire que un de mes grands moments, ça a été de pouvoir échanger avec Gloria Allred, qui est avocate à Los Angeles et qui défend les femmes depuis très longtemps, depuis l'origine. J'ai trouvé que c'était extrêmement instructif, surtout que elle a fait exister les victimes à travers les médias, parce qu'il faut savoir que le système américain est très différent de celui français, à savoir que la victime n'a pas de rôle dans les procès criminels, elle n'existe pas. En fait, c'est un combat qui se passe
entre l'accusation, le procureur et l'accusé. Et les victimes n'ont pas du tout le droit de s'exprimer et elle les a fait exister par la voix des médias. Okay. Donc c'est vrai que pour moi c'est un modèle. Alors c'est évidemment pas le même système juridique, le même système judiciaire, mais tout de même on voit bien qu'aujourd'hui la parole des victimes dans les médias, eh bien elle est fondamentale. Bien sûr, et je pense que même en tant que victime, enfin, sachant plus l'avoir vécu, ça permet un peu d'extérioriser également et de se dire, ok, on est quand même soutenu par d'autres personnes, les gens comprennent un petit peu la douleur qu'on vit, etc. Et c'est vrai que je pense qu'en tant que victime, il y a beaucoup de victimes qui parlent dans les médias et qui aimeraient beaucoup plus prendre la parole, justement. Et je voulais revenir parce qu'on a parlé donc vous m'avez posé la question de 3 moments clés dans la défense des femmes. Donc il y a la rencontre, comme je vous le disais, il y a la préparation en tant que telle juste avant le procès d'assises, et il y a le pendant, et je dirais même l'après. En fait, il y a 4 étapes qui pour moi sont décisives. Donc le moment du procès, il y a évidemment l'accompagnement en permanence, surtout lorsque la partie civile, donc la victime, va prendre la parole. Je parle de la victime, mais ça peut être aussi la famille de la victime, si cette dernière n'est plus là. Donc cette parole, on la travaille ensemble, bien évidemment, parce que c'est un moment très compliqué où la victime ou la famille de la victime doivent revenir sur les faits, et c'est extrêmement douloureux. On peut perdre ses moyens. Donc moi, je pense que ce qui compte dans ce moment-là, c'est l'authenticité. C'est-à-dire, je dis toujours à mes clientes, ce n'est pas grave si vous perdez vos mots, ce n'est pas grave si vous pleurez, ce n'est pas grave si vous demandez une suspension. Au contraire, moi, je veux que ce soit le plus authentique possible. Vous n'êtes pas là pour faire une synthèse des faits d'une manière monocorde. Je m'en charge moi pour rappeler les faits et mettre les accents toniques où il faut. Votre rôle à vous, il n'est pas celui-là. Le rôle de l'avocat, c'est d'être là en technicien. Votre rôle à vous, c'est d'être là dans l'émotion. Et à nous deux, on fera une équipe qui gagne. Pour toucher justement, voilà. Après, pour arriver au mieux à toucher les... Et l'après, ça sera aussi l'accompagnement de l'après. Okay. Parfois pour continuer une procédure, ou même parfois tout simplement pour garder un lien, même ténu, mais pour avoir des nouvelles des enfants, pour avoir des nouvelles de la cliente, pour savoir si elle va mieux, si elle a retrouvé un travail. Voilà, donc il y a ces 4 étapes qui sont l'entièreté de l'assistance que j'essaye d'offrir aux clientes. En moyenne, la durée d'accompagnement, c'est à peu près... C'est très long. C'est sur plusieurs années. Moi, je vois certaines de mes clientes qui étaient enceintes, qui reviennent avec leur bébé qui a 2-3 ans et qui gambadent dans le bureau. Donc non, il y a en plus, il y a un certain nombre de clientes avec lesquelles j'ai gardé contact et qui sont pourtant parties à l'étranger. Justement, peut-être, est-ce que vous pouvez nous raconter quelle est l'histoire, on va dire, le procès qui était le plus marquant pour vous, que vous avez vécu? Alors, évidemment, la réponse, j'allais dire, bien sûr, toutes les affaires, tous les procès. Après, évidemment, je ne peux pas ne pas parler de l'affaire Jacqueline Sauvage, parce que cette affaire m'a dépassée. En réalité, elle appartient maintenant au domaine public, elle appartient même à l'histoire. Forcément, cette affaire m'a marquée à plus d'un titre, déjà par les étapes et ce que j'ai pu ressentir à la fois en termes de déception, où on était dans le plus, et en termes de joie, où là aussi on était au maximum. L'affaire de Jacqueline Sauvage, c'est cette femme qui a été battue pendant plus de 47 années de vie conjugale, et qui, un soir, alors que son mari vient de l'agresser,
a défoncé la porte de sa chambre, lui a arraché sa chaînette autour du cou et lui a fendu la lèvre, cette femme de plus de 60 ans s'empare d'une arme qui est dans l'encoignure de sa chambre, et alors que son conjoint est en train de cuver son énième whisky sur la terrasse, elle prend le fusil de chasse et tire 3 coups alors qu'il est de dos. Cette femme, évidemment, sera accusée d'homicide et nous la défendrons aux assises en appel. Cette femme sera condamnée à 10 ans de détention, c'est-à-dire peine confirmée en appel de ce qu'elle avait été condamnée en première instance. Et il y aura plusieurs pétitions, un mouvement de la société civile dans son ensemble qui va faire que on va aller jusqu'aux instances les plus hautes et notamment jusqu'au président pour demander sa grâce qu'on obtiendra en 2 temps. Tout d'abord une grâce partielle, puis après une grâce totale présidentielle. Voilà en quelques mots l'affaire de Jacqueline Sauvage, qui, comme je vous le disais, a marqué à la fois ma vie professionnelle, ma vie personnelle, parce que ça s'est aussi catapulté avec le fait que j'ai perdu mon père en même temps. Donc ça a été des moments très très durs, psychologiquement, de désespoir, à la fois sur le plan personnel, mais aussi professionnel, parce que quand on investit autant de temps, autant de volonté à faire sortir une femme et qu'on n'y arrive pas, et qu'on nous dit 10 ans circuler, il n'y a rien à voir, c'est une déception terrible. Et par la suite, nous allons avoir une joie incroyable lorsque finalement elle sera graciée par François Hollande. En exerçant votre profession, ça vous donne la force aussi après de vous dire ok, tout est possible, peut-être que si je veux défendre mes clientes, au moins je sais que je vais réussir au maximum, je vais essayer de me donner les moyens. Oui, tout est possible, c'est-à-dire qu'il y a des moments et il faut que celles qui nous écoutent l'entendent, il y a des moments dans la vie où on a envie de tout laisser tomber, où on se dit à quoi bon? De toute façon, j'ai tapé à toutes les portes, personne ne veut m'entendre. Finalement, je ne compte pas. Mais pas du tout. Il faut persévérer, et quand on vous laisse pas rentrer par la porte, il faut passer par la fenêtre. Et il faut croire en soi. Et en fait, je me suis rendu compte que plus vous êtes dans le juste, plus vous vous battez la tête dans le guidon, sans regarder autour de vous, sans entendre toutes les voix qui vous disent « mais non, tu vas pas y arriver, mais non, c'est un combat perdu d'avance ». Si vous n'écoutez pas toutes ces voix, ces chimères, et que vous vous fiez à vos émotions, à votre cœur, à votre volonté, mais qui est viscérale, bien sûr, parce que c'est les tripes aussi là-dedans qui comptent. Si vous mettez tout dans la balance, tout ce que vous êtes, la porte s'ouvre. Je suis d'accord avec vous. Enfin, faut vraiment s'impliquer au maximum. Il faut s'impliquer, et c'est surtout ce qui est très difficile, c'est qu'il faut pas écouter les voix qui vous disent d'arrêter, parce que les voix, elles sont nombreuses. Quand on a voulu créer ce cabinet au démarrage, personne n'y croyait. Ma famille n'y croyait pas. Mon conjoint n'y croyait pas. J'ai eu beaucoup d'obstacles. Les banquiers n'y croyaient pas. Personne n'y croyait. Il y avait que nous. Et moi, j'étais sûre. Oui, vous le sentiez au fond de vous-même, je le sentais parce que rien n'existait. Et il y avait malheureusement toutes ces femmes. Je les entendais dans ma tête qui hurlaient. Et toutes ces victimes qui attendaient ça. Et à un moment donné, ça se passe parce que ça doit se passer. Et vous êtes là juste pour allumer l'étincelle qui va faire que tout va s'enflammer. Et je reviens à mon propos sur Jacqueline Sauvage. Je pense que pour moi, c'est le premier palier dans l'explosion du mouvement MeToo. Ça a été un des jalons
de l'explosion du mouvement MeToo. Une prise de conscience de ce que vivaient déjà les femmes dans le huis clos familial. Et ensuite, il y a eu la sphère professionnelle. Bien sûr. Je suis d'accord avec vous, et justement, ça a sûrement permis aux personnes, même toutes les démarches que vous faites, au moins ça permet aux personnes de se rendre compte que oui, ça existe en fait, les violences faites aux femmes, etc. Et que oui, il faut quand même faire bouger les lignes. Alors oui, je suis d'accord, on est au XXIe siècle, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Enfin, je pense il y a encore énormément de choses à faire. Ce qu'il convient aussi de dire, je pense que à un moment donné, il faut cristalliser et représenter une force. Alors c'est toujours très difficile parce que vous êtes toujours décrié. Quand vous êtes une femme, dans le milieu notamment des pénalistes, ça a été très compliqué, très très compliqué, parce que il faut savoir que pour les pénalistes, déjà défendre des parties civiles, défendre des victimes, c'est pas le côté brillant du métier. Les vrais pénalistes adorent défendre les auteurs. Okay. Parce que c'est âpre, parce que c'est difficile, et que larmoyer auprès des victimes, c'est pas honorifique pour des pénalistes, et notamment des pénalistes hommes. Okay. Il faut savoir que c'est un milieu quand même extrêmement machiste pour le moins. Okay. Donc ça a été difficile aussi de guerroyer sur ce terrain-là. Ça a été difficile aussi de correspondre à l'incarnation de la défense des femmes pour toutes les victimes, parce que forcément, vous pouvez parler à certaines et pas à d'autres. Donc, il a fallu aussi faire avec l'image qui était la mienne, et je n'ai pas voulu en changer. Je n'ai pas voulu forcément arrondir les angles. Parfois, certaines me disaient « tu es trop dure, tu as l'air de vociférer par moments, tu es trop peut-être on va dire le mot bourgeoise pour certaines, non. Parce que il faut croire en ce que l'on est, et surtout au message que l'on porte. Encore une fois, autant je briefe mes clientes pour qu'elles apparaissent, bien sûr, comme le profil de la victime qu'on souhaite, autant moi je me permets cette liberté d'être celle que je suis, et ce qui compte, ce sont les valeurs que je défends. C'est très compliqué pour vous en tout cas de se trouver une place dans tout ce milieu. Très difficile. C'est très difficile, et de pas s'abîmer, c'est-à-dire de continuer à croire. C'est très difficile, ça. Il y a des moments, et je le redis, où on se dit bon, ok, jette l'éponge, parce que on a aussi un ordre des avocats qui est très présent, donc il faut faire absolument attention à tout, et ça c'est bien normal. Bien évidemment que on se doit en tant que professionnel de respecter les règles de notre ordre, mais par moment, quand on veut faire bouger les lignes, c'est très compliqué, ça aussi. Bien sûr, il faut essayer de faire au mieux pour dévier en même temps, mais sans forcément contredire non plus. Exactement. Au risque. Il faut à la fois rester dans les limites qui nous sont imposées, et parfois arriver à dire mais ces règles-là, elles sont obsolètes. Elles nous empêchent de respirer, elles nous empêchent de parler. C'est une gymnastique, on va dire ça. Peut-être pour parler un petit peu, on va rentrer dans cette troisième partie justement du podcast. On va parler de la femme dans la société, etc. Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu la situation actuelle des femmes dans notre société aujourd'hui? Je pense que l'égalité des droits femmes-hommes, hommes-femmes n'est toujours pas au rendez-vous. On en parle beaucoup, mais pour moi, quand on aura une véritable égalité, je pense qu'on aura par voie de conséquence moins de violence et de féminicide dans notre société. La violence conjugale, la violence intrafamiliale, les féminicides qui malheureusement ne cessent d'augmenter, ou en tout cas les chiffres ne diminuent pas, montrent à l'évidence que la femme reste encore une fois la propriété, le punching ball
d'une dominance masculine. Donc, je crois que effectivement, l'égalité des droits, c'est le corollaire et réciproquement d'une diminution drastique de la violence conjugale. Comment vous estimez justement pourquoi ces chiffres ils continuent d'augmenter alors que justement, parce qu'il n'y a pas de volonté politique, parce que la société est faite pour les hommes et ça va de pair avec justement cette recherche d'égalité. En fait, on a le sentiment qu'ils se tiennent tous par la main pour ne pas être trivial et c'est insupportable. Ce qui se passe pour les femmes se passe aussi pour les enfants. Moi qui ne suis pas du tout complotiste, qui estime toujours que non, il n'y a pas une espèce de volonté omnipotente qui orchestre tout ce qui se passe, mais là, force est de constater que c'est évident, parce qu'on ne change pas. Il faudrait drastiquement changer de système, et il n'y a pas de volonté dans ce sens. Du tout. Je suis obligée de reconnaître que finalement, on parle beaucoup, on crée des ministères qui n'ont véritablement aucun pouvoir d'action. On crée des outils comme le téléphone grave danger, comme le bracelet anti-rapprochement, qui sont des outils fondamentaux et intéressants, mais en nombre insuffisant. Quand on sait qu'on a, je crois, de mémoire 225 000 plaintes pour violences par an en France, et qu'on a, je crois, 3 000 téléphones grave danger, à peu près pareil en ce qui concerne les bracelets anti-rapprochement. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Et puis des effectifs de police formés, j'entends, ne sont pas là non plus. Ils travaillent vraiment avec extrêmement peu de moyens. Ils croulent sur les dépôts de plainte parce que effectivement, l'effet de la libération de la parole, c'est qu'on a de plus en plus de plaintes déposées. Bien sûr. Sauf que ces plaintes, c'est pas tout. Il faut encore pouvoir les traiter, ce qui n'est pas possible. Il va falloir pouvoir les renvoyer devant des juges d'instruction qui sont encore en nombre insuffisant. Alors, on évoque l'augmentation du budget de la justice. Oui, d'accord, mais c'est pas suffisant, encore une fois. C'est comme quand on a demandé 1 milliard pour pouvoir lutter efficacement contre les violences conjugales. C'était du temps de Marlène Schiappa. On l'attend toujours. Donc voilà, en fait, j'ai l'impression qu'on remue beaucoup, qu'on brasse, on parle autour des tables, sur les plateaux de télé, et pendant ce temps-là, il y a encore des femmes qui se font tuer, il y a encore des femmes qui se font fracasser dans le huis clos, et encore une fois, moi je reçois des clientes dans mon cabinet qui n'ont pas réussi à déposer plainte. Faut pas croire qu'en 2024, toutes les plaintes sont prises, et pourtant il y a une interdiction aujourd'hui de ne pas prendre les plaintes, mais on leur dit écoutez madame, je vois pas sur quel fondement vous pouvez déposer plainte, ou alors oui, ça sert à rien. ou alors écoutez madame, le mieux c'est que vous alliez parler avec votre conjoint, ça va s'arranger madame, ou alors madame, il faut revenir demain, la femme elle arrive, elle a des stigmates, madame faut revenir demain, ils sont tous en opération. C'est quelque chose, en fait, c'est un sujet qui est pas forcément, je pense, pris encore vraiment au sérieux, ou malheureusement. Il y a d'une part au niveau des mentalités, mais il y a aussi un problème de budget. Bien sûr. En fait, le nerf de la guerre, on le sait, c'est l'argent. C'est ça, il faut traiter. En fait, le problème, c'est que oui, on peut développer plein de moyens, etc., mais faut traiter vraiment le problème à sa source. C'est ça. Il faut considérer que c'est la priorité absolue. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, je pense que tout ce que les gouvernements, etc., préfèrent en fait se centrer sur d'autres sujets, d'autres problématiques, etc., et que parce qu'ils savent que c'est tellement un sujet important et qu'ils vont pas réussir à faire bouger les lignes tout de suite, qu'en fait ils préfèrent aller s'occuper d'autres sujets comme je ne sais pas, on va dire l'économie, des choses comme ça, mais malheureusement. Je pense aussi que ça, c'est l'égalité des droits hommes-femmes, c'est aussi à voir avec ce prisme de l'économie. En réalité, c'est vraiment cet éclairage de l'égalité des droits qui devrait gérer la mise en place des autres postes de budget. En réalité, c'est changer de paradigme de société, c'est changer totalement de mécanismes, de systèmes
et faire en sorte que les femmes aient la possibilité. Alors, il y a eu, c'est toujours pareil, on monte en exergue les cas particuliers pour dire, vous voyez, ça bouge, de femmes qui ont réussi à pourfondre le plafond de verre et qui ont aujourd'hui des responsabilités dans des entreprises ou à des places gouvernementales de ministres importantes. Mais et toutes les autres, on en parle? Parce qu'en fait, ce sont les hommes qui ont les places. Donc pourquoi est-ce qu'ils vont les abandonner? C'est aussi simple que ça. Vous pensez quand même que le rôle des hommes dans la lutte des égalités des sexes est-ce que leur rôle, en tout cas, peut aujourd'hui permettre aux femmes de pouvoir remonter? Est-ce qu'il y a quand même des hommes bien dans cette société? Non, mais bien sûr. Et je pense, et vous avez touché du doigt quelque chose d'essentiel, c'est que on ne pourra rien faire si on ne le fait pas avec l'autre partie de la population qui sont les hommes. Et je pense que nous, encore une fois, en tant que femmes et mères, on a déjà une véritable mission. C'est l'éducation des petits garçons. Bien sûr. Très clairement. Et oui, je pense qu'il y a des hommes qui sont féministes. Féministe, c'est pas un gros mot. Féministe, ça veut juste dire qu'on veut l'égalité des droits. On veut pas leur prendre leur place du tout. On veut simplement avoir la possibilité d'avoir les mêmes. C'est ça, et collaborer en fait, et créer un monde meilleur aussi. Enfin, c'est créer la société de demain, en réalité. C'est vrai que j'avoue que moi, laisser mes enfants plus tard dans cette société-là, enfin, je serais complètement paniquée. Même, mes enfants qui sortent dans la rue, qui rencontrent un copain, un garçon, etc. C'est vrai que demain, si les choses ne changent pas et que nous, à notre échelle, on va essayer de le faire, mais c'est vrai que, si tout le monde s'y met pas un peu la main à la pâte, malheureusement. C'est ça. Oui. C'est pas un combat exclusivement féminin. Bien sûr. Ça, j'en suis vraiment, vraiment convaincue. Et je crois que l'homme de demain, c'est justement celui qui accédera, même spirituellement, à cette nécessité de l'égalité des droits. Je crois aussi que peut-être, alors là, je m'aventure peut-être hors champ de mes compétences, mais je crois aussi qu'on doit redéfinir ce que c'est que la virilité, ce que c'est que la sexualité, qui ne soit plus celle que on voit sur, notamment sur YouPorn, ou en tout cas ce que peuvent regarder les jeunes garçons et parfois les jeunes filles. Je crois que ça peut être très sexy, un homme qui demande à sa partenaire est-ce que tu crois que je peux? Est-ce que tu as vraiment envie de ça? Contrairement aux idées reçues où un homme ne doit pas poser ce type de questions. Moi, je pense que les femmes sont tout à fait en attente de cela, et je trouve ça très sexy. Je suis d'accord. Peut-être on va arriver un peu à la conclusion justement de ce podcast. Est-ce que vous avez un message ou un conseil que vous souhaiterez transmettre aux femmes qui aspirent à créer un impact positif dans la société aujourd'hui? Le message, encore une fois, donc la boucle est bouclée parce qu'on a commencé un petit peu par ça. Oui. Et le message, c'est de leur dire croyez en vous, tout est possible. Magnifique. Est-ce que vous aurez un mot ou une phrase à partager qui pourrait être intégrée dans mon livre? Parce que comme je vous l'ai expliqué en off, justement, j'écris un livre justement sur ce qui s'est passé, mon histoire, et également un peu sur la condition des femmes, etc. Est-ce que vous avez un mot ou une phrase que je pourrais justement après retranscrire dans mon livre? Oui, alors c'est vrai que sur mes réseaux, c'est une phrase un petit peu culte maintenant que j'emploie régulièrement et qui faisait partie de mes prévisions et prémonitions pour l'année 2024, qui est la suivante, que tous les prédateurs se tiennent prêts à répondre de leurs actes, car ils seront tous débusqués. Waouh, c'est puissant. C'est très puissant. Merci beaucoup. Peut-être, est-ce que vous voulez nous partager vos prochains projets Alors, les prochains projets, ils seront au-delà des procès d'assises qui se profilent
davantage maintenant pour 2025 puisque je viens d'achever 3 semaines d'assises successives. Le prochain challenge, ça va être avec le spectacle de Séverine Ferrer, La Voix des femmes, d'essayer de faire participer de très très jeunes élèves que j'ai pu rencontrer. Au cours d'une intervention. J'ai fait partie d'un jury d'éloquence et où j'ai pu découvrir une jeune fille de juste 13 ans qui a écrit un texte uniquement en alexandrin, en vers, à la défense des femmes victimes de violences conjugales. Et je souhaiterais qu'elle participe au spectacle de Séverine Ferrer et qu'elle monte sur scène avec nous. Wow, magnifique projet. Merci beaucoup, Maître Thomasini. Merci à vous. Merci à vous d'avoir écouté cet échange entre femmes. J'espère que cette conversation vous a plu. Si c'est le cas, nous serons ravis de connaître votre retour et n'hésitez pas à nous mentionner en story sur les réseaux sociaux. Pour découvrir les nouveaux épisodes d'Éclat de Femmes chaque semaine, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous pensez que cela pourrait intéresser l'un de vos proches, je vous encourage à le partager avec lui. À très vite!